Alors bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast autour de la question du courage. Alors qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'éteint? Comment je peux oser dans mon quotidien? Comment je peux réussir à sortir de ma zone de confort et me sentir bien, me sentir mieux? C'est à travers mes propres réflexions, les vôtres que j'ai engagées à travers mon compte Instagram et aussi celle de Blanche de Richemont que j'ai recueillie dans son petit traité de l'ardeur, livre que je vous recommande profondément, que nous allons tenter de répondre à toutes ces questions autour de la notion du courage. C'est un épisode qui va se faire en deux parties. La première où nous allons vraiment tenter de décortiquer qu'est-ce que le courage, qu'est-ce qui se joue physiquement, mentalement, émotionnellement, quelles sont les grandes notions aussi qu'on retrouve, retourner aussi à l'étymologie. Et puis en deuxième épisode de podcast, nous allons vraiment aborder les clés fondamentales pour réussir à se mettre en action, qu'est-ce qu'il faut faire. J'espère que cet épisode va vous plaire et on se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Sentir, le podcast qui vous accompagne dans votre mieux-être au quotidien à travers des sujets de vie, des exercices de sophrologie, des méditations guidées et des voyages sonores. Je suis votre hôte, Anastasia, thérapeute en sophrologie, sonothérapie et mouvement-thérapie. Mon intention ici est de vous guider en vous offrant des moyens clairs, des moyens efficaces pour vous aider à vous reconnecter à vos pleines ressources intérieures. N'oubliez pas de vous abonner dès à présent pour ne pas rater un nouvel épisode, et on y va! Alors, qu'est-ce que le courage? Honnêtement, je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage aujourd'hui avec vous en vous parlant de la notion et en vous détaillant la définition du courage, tant il y a deux choses en fait à dire. À la base, pour être tout à fait honnête, c'était censé faire simplement un épisode et puis je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire que j'ai préféré scinder ça en deux épisodes. Premier épisode, peut-être plus autour de la pédagogie, qu'est-ce que le courage, qu'est-ce qui se joue encore une fois derrière. Et puis en deuxième partie, vraiment la mise en action. Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en action, allumer ce feu et en fait y aller quoi. Sur mon compte Instagram, je vous ai demandé pour vous qu'est-ce qu'était le courage, qu'est-ce que vous mettiez dans la définition du courage. Et j'ai eu des choses très intéressantes. Le courage, c'est une sorte d'élan inspiré, un saut dans le vide. C'est ponctuel, spontané, voire impulsif. Dans un premier temps, je dirais qu'il n'y a pas de courage sans peur. Et je pense qu'il faut s'intéresser d'où vient cette peur avant de venir sur la notion de courage. Cette peur, elle vient du fait qu'on a un manque de confiance en soi, très certainement, et on a une certaine vision de l'action en question. Et là où on décide d'être courageux, on ne s'occupe pas de l'image qu'on pourrait renvoyer, on s'occupe de notre but final. C'est-à-dire, je pense que c'est une question de motivation et du fait de défier un petit peu cette peur et de se dire: «Non, moi j'en suis capable». C'est un peu se prouver à soi-même, en tout cas peut-être se rassurer soi-même et avoir envie, d'avoir une meilleure image, de nous-mêmes. Donc voilà, le courage, je dirais que c'est un point de vue avec une certaine détermination. C'est un état d'esprit qui est forcément positif pour soi. C'est très intéressant parce que effectivement, la notion de peur, elle est directement liée au courage, puisque le fait de rester dans sa zone de confort et dans sa zone de sécurité, donc ne pas se mettre en insécurité, c'est rester inactif face à la peur. Lisa m'écrit que le courage, c'est finalement la force de continuer malgré tout. Et c'est vrai. Le courage, c'est une sorte d'énergie qui nous permet de continuer d'avancer dans la vie. Et c'est un moteur en fait pour chacun d'entre nous et finalement on peut aussi justement se poser cette question de sans courage, qu'est-ce qu'il y aurait? Comment ma vie serait? Je vous ai également demandé sur mon compte Instagram si vous metteriez la même définition dans l'ardeur que dans le courage et vous avez unanimement répondu que non. Pour vous, l'ardeur, il y a plutôt peut-être une notion de temporalité, plus sur le long terme. On est dans une hargne, dans une fougue, dans une détermination peut-être encore plus poussée. J'ai les mots d'Aruni sous les yeux qui m'a écrit et qui me dit « Je dirais que dans l'ardeur, il y a une sensation de force, de détermination, voire d'acharnement à long terme. En tout cas, les deux vont ensemble et dans la même direction. » Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement à apporter à la définition du terme courage ou du terme de l'ardeur. Le plus important, c'est le sens qu'on va y mettre nous-mêmes. Maintenant, on peut effectivement se demander où l'on va quand on engage le courage, quand on engage l'ardeur, qu'est-ce qui va se jouer en nous, qu'est-ce qui s'anime, qu'est-ce qui va nous donner cet élan.
Dans la notion de courage, il y a l'idée de persévérer, d'accepter de faire les choses autrement, d'accepter la vie telle qu'elle est. Et chacune d'entre nous a ce courage de pouvoir aller puiser dans ses ressources intérieures. J'ai du courage quand j'arrive à dire adieu à une situation ou à une personne toxique. J'ai du courage de réussir à sortir de mon lit quand plus rien n'a de sens dans ma vie. J'ai du courage de réussir à écouter mes besoins et de quitter un travail qui ne me convient plus, même si ça veut dire me mettre dans l'insécurité la plus totale. J'ai du courage de prendre le métro et de me confronter au monde alors que je suis un anxieux social. J'ai du courage quand je vais oser, même si je pense que le résultat est l'échec. J'ai du courage quand je fais un exposé devant toute la classe et que je ne suis pas du tout à l'aise avec le regard des autres. J'ai du courage quand j'accepte de dire non, je ne veux pas ou je ne peux pas. J'ai du courage quand j'ai une conversation difficile avec un proche. J'ai du courage quand j'exprime mes émotions. La liste est très longue et je pourrais continuer encore comme ça longtemps. Ce que je cherche vraiment à vous montrer à travers ces exemples, c'est que le courage n'a pas besoin d'être grand. Le courage se cache aussi beaucoup dans ces petits moments du quotidien. Je pose ça là sans vraiment y avoir réfléchi. Mais il y a des fois plus d'intensité dans le courage quand on est dans un quotidien que l'on connaît, un rythme, une routine, mais quand rien ne nous pousse à sortir, qu'est-ce qui va faire que nous allons nous-mêmes décider d'aller vers cette insécurité, d'aller chercher ce courage? Le courage, c'est vraiment l'ardeur qui vient du cœur. Il ne va pas y avoir de bon courage, de mauvais courage. D'ailleurs, c'est quelque chose que Blanche de Richemont questionne beaucoup. On a tendance souvent à dire bon courage aux gens, comme on pourrait dire au revoir en fait. Mais il n'y a pas besoin de bon courage. Le courage en lui-même est bon pour nous. Je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est aussi des grands principes qu'on voit en sophrologie, mais tout est juste. Il n'y a pas de mauvais, de bon. C'est le regard que je vais poser sur l'événement, c'est le regard que je vais poser sur la personne, sur la situation, qui va colorer de terne, de noir ou de flamboyant la chose. Je peux vivre une situation difficile et décider de me poser la question plutôt de comment en fait faire maintenant sans ça, autrement, comment transformer la situation, comment me découvrir en fait dans ces épreuves. Concernant ce qui va animer, ce qui va faire durer, ce qui va motiver le courage, on ne peut pas parler de la raison, de l'action de la raison sur le courage. On ne peut pas simplement dire que c'est dans le mental que ça se joue. Ce serait totalement faux parce que des pourquoi, il y en aura toujours. Pourquoi ci, pourquoi ça. Il y aura toujours des réponses au pourquoi. On peut alimenter ce qui nous anime avec la raison, mais on ne l'allumera pas. Je peux expliquer raisonnablement pourquoi je fais ce métier et pourquoi je l'aime, mais ce qui me fait me lever le matin, c'est quelque chose que je suis bien incapable de décrire, qui est bien au-delà des mots. Il s'agit plus de sensations, de sentir. C'est quelque chose qui se passe vraiment au niveau du cœur et qui va donner foi dans les actes. Dans l'acte courageux, j'exprime mon unicité, j'exprime ma nuance, ce qui fait que je suis moi et personne d'autre. Et j'aime beaucoup ce que dit Blanche de Richemont dans son livre « Petit traité de l'ardeur », où elle parle de plus être, dans le terme d'unicité et de nuance plutôt que de bien-être. Avec le courage, on cherche à incarner notre nuance, à incarner notre unicité. On est plutôt dans comment avec ma nuance, comment avec mon unicité, ma personnalité, qui je suis, je peux aller chercher ce courage. Et je ne suis absolument pas dans la recherche de confort. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Je crois qu'au tout début de son livre, Blanche de Richemont parle de ces jeunes qui sont en jogging, dans le confort de leurs vêtements, qui ont aussi les yeux tout le temps baissés sur leur téléphone. Et elle dit « Où est l'ardeur dans tout ça ? Où est l'élan dans tout ça ?» Qu'on leur donne des rêves, des idéaux, qu'on leur donne une étoile à chérir, car comme le dit si bien le vers d'Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. En quelque sorte, et je trouve ça très juste, être dans l'acte courageux, c'est mettre son âme debout. Nous sommes voûtés sur nos sièges, les yeux tendus vers notre téléphone, car viser le ciel nous redresse. Alors, oui et non. C'est vrai, il y a de plus en plus de personnes qui ont les yeux greffés, rivés sur leur téléphone aujourd'hui. Mais avoir les yeux baissés, ça va vraiment nous sécuriser dans un monde qui change sans cesse. Ok, je regarde mes chaussures et je vois que je suis toujours bien au sol, bien ancrée, je suis toujours là. Avoir les yeux baissés, ça me permet aussi d'éviter l'autre, d'éviter le regard de l'autre. Qui peut faire peur ? C'est une manière de mettre l'autre à distance et de ne pas le laisser entrer dans son intimité. Je baisse les yeux et si je ne croise pas ton regard, tu n'existes pas vraiment. Bien sûr, tout ça c'est un film, tout ça c'est des mécanismes inconscients, c'est des stratégies inconscientes.
Et puis avoir les yeux baissés, ça nous permet de fuir la réalité. En soi, oui, je suis d'accord avec Blanche de Richemont, c'est vrai que lever les yeux, ça nous redresse. Ça nous permet d'être dans une posture d'ouverture qui va laisser apparent notre cœur. Et ça fait toute la différence. Et bien sûr que au niveau de la posture, plus je suis dans une posture d'ouverture, plus mon mental, plus mon émotionnel, plus ça va avoir un impact positif sur mon mental, mon émotionnel, etc. Et c'est ça, avoir du courage. D'ailleurs, le mot courage vient de cor, en latin, qui signifie cœur. Le courage, ce n'est donc pas ne plus avoir peur, ne plus craindre quelque chose, mais c'est aller au-delà de cette peur. Ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ok, j'ai peur, mais je le fais quand même. Quand j'ai fait ce sondage sur Instagram, certaines d'entre vous m'ont dit avoir peur d'aller au restaurant seul, peur de passer le permis car peur de la route, peur de faire des choix pour les autres, peur de quitter l'entreprise dans laquelle elles étaient depuis toujours et de se lancer enfin dans un projet personnel et à plus grande envergure professionnelle, peur de se percer les oreilles, peur d'aller au concert et au festival. Et pourtant, j'en connais certaines aussi. Et je sais que vous allez au-delà de cette peur parce que vous avez décidé d'écouter quelque chose en vous qui vous disait de vous confronter à cette peur, de la prendre par la main et puis d'y aller quand même. Hésiode disait « Les dieux ont caché ce qui fait vivre les hommes, le courage révèle ce qui fait vivre les hommes. » Mais justement, qu'est-ce que c'est que cette chose qui vient s'animer en nous, activer ce « Ok, je sors de ma zone de confort quand même ». On a un peu tourné autour du pot dans la première partie, mais c'était vraiment impossible de vous parler du courage et de l'ardeur sans vous parler un peu de ce feu, de cette flamme qui nous sort de notre zone de confort tout en nous stimulant. Mais quel est mon feu ? Et qu'est-ce qui m'anime quand je me lève ? Certaines d'entre vous m'ont dit que c'était l'idée de passer une bonne journée, de faire de nouvelles choses qui viennent servir un objectif final. C'était de se lever en se disant qu'elle allait être utile pour les autres. Ou simplement cette idée de prendre juste un bon café. Puis il y a des personnes comme Sophie qui viennent scinder leur semaine en deux. Le week-end, c'est simplement la programmation d'une bonne journée. Et la semaine, c'est la visualisation d'un objectif sur le long terme. Bien sûr, je sais que vous êtes aussi beaucoup à ne pas savoir ce qui vous motive à vous lever le matin, ce qui vous anime, quel est ce feu en vous. Et je sais à quel point ce n'est pas évident. La vie n'est pas facile. Et je souhaite vous dire qu'il ne faut pas se sentir démuni parce qu'à un moment donné, on ne sait plus trop ce qu'on fait là. Parce qu'il y a forcément une chose qui vous a fait vous lever ce matin, qui a donné peut-être à vos journées un peu d'éclat, même infime. Et je vous invite sincèrement à mettre peut-être ce podcast ou cette vidéo sur pause et à y penser. Dans la littérature, dans les films, dans notre culture, il y a toujours un peu ce culte du grand finalement. Et dans cette notion de flamme et de feu, on va y mettre la destinée, une grande mission de vie, quelque chose même de l'ordre du spirituel, de la quête. Mais heureusement qu'on ne réduit pas qu'à ça le feu. Et ce qui nous anime et ce qui nous pousse au quotidien à nous réveiller, à nous lever et à avancer. Ça peut être beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus discret et tout aussi juste. Au quotidien, l'important et le focus que vous devez mettre, c'est vraiment sur ce qui vous fait vibrer. Si vous saviez déjà à quel point c'est hyper courageux de se réjouir d'un quotidien qu'on connaît sur le bout des doigts, ça rejoint un peu mes propos précédents en début de vidéo, en début de podcast, mais c'est déjà hyper courageux et soyez vraiment très fiers de vous là-dessus. Dans son livre, à un moment donné, Blanche de Richemont va interroger une escrimeuse, Emmanuelle Assmann, qui a participé aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Et elle lui dit ceci : « Maintenant que je ne mène plus de combat, j'ai besoin de plus de courage pour vivre simplement, sans le feu de l'ardeur. Être juste moi, handicapée dans la société, est plus difficile que de pratiquer du sport de haut niveau. » Et lorsque Blanche de Richemont lui demande ce qui lui a demandé le plus de courage dans sa vie, sa réponse à Emmanuelle Assmann a été de dire de m'aimer. C'est ma plus grande bataille et elle est dure. Et ça a fait écho parce que j'accompagne dans la reconstruction du corps à travers les maltraitances, les automaltraitances, etc. Et c'est une notion extrêmement difficile que d'apprendre à s'aimer. On peut avoir en face de nous des grands sportifs, des gens qui ont l'air d'avoir extrêmement confiance en eux, une bonne estime d'eux-mêmes, etc. Et en fait, c'est finalement un combat au quotidien que de s'aimer et c'est un acte de courage, mais
mais immense, parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend pas petit, pas forcément non plus dans l'éducation, c'est pas quelque chose d'inscrit, et pourtant, si on apprenait à s'aimer dès tout petit, on arriverait à pousser des montagnes. S'aimer, bien sûr, j'entends, hein, sans ego, sans orgueil, sans narcissisme, c'est de simplement être dans la bienveillance, être un ami pour soi. Et je vais pas m'étendre là-dessus dans cet épisode de podcast parce que c'est prévu de parler de cette petite notion, enfin petite, grande notion dans l'épisode 2 pour la mise en action. Mais il y a vraiment quelque chose à travailler sur son identité, mais aussi le regard que je porte sur moi et donc l'amour que je porte sur moi. Je reprendrai même sur la notion du toucher, hein, je veux dire le fait de se toucher, le fait de se prendre dans les bras, le fait de se regarder dans le miroir et de chercher le beau et non pas ce qui va être disharmonieux, eh bien c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup, et que ce soit à travers le mouvement, à travers le son, à travers des exercices de visualisation, ne serait-ce même que de se reconnecter à sa respiration, eh bien ça amène à des émotions qui sont assez fortes, des remontées émotionnelles qui sont assez fortes que moi je vois en cabinet, et c'est assez poignant, et c'est aussi un parcours que j'ai vécu à titre personnel, et c'est un parcours que je continue de vivre au quotidien. Je veux dire, c'est jamais totalement acquis. Je terminerai cette deuxième partie d'épisode sur le feu intérieur en racontant une histoire que Blanche de Richemont nous a elle-même racontée dans son livre sur un général guerrier émérite qui vivait dans une maison en zone dangereuse et qui, un jour, alors qu'il est tranquillement chez lui, il entend des tirs qui se rapprochent. Il est seul et absolument pas en position de se battre. Il va donc décider de se cacher dans un placard. Certains diront qu'il fait preuve de lâcheté en allant se cacher dans un placard alors qu'en plus de ça, c'est un général et un guerrier. Mais c'est justement en faisant face à la situation, en analysant la situation et en l'acceptant que le général fait preuve de courage. Parce que là où tout l'appelle à aller combattre, à aller se montrer, à aller à la recherche des tirs, il fait l'inverse. Il sait très bien qu'il fait pas le poids face aux tirs, il sait pas ce qui se passe, il n'est pas du tout en mesure de combattre, il sait très bien qu'il va à la mort en fait en faisant ça. Donc finalement, le plus raisonnable et le plus courageux ça aurait été de se mettre dans un placard et de se cacher. Il aurait été dans l'audace, il aurait été dans la témérité, en refusant de considérer les risques réels de cette situation. Il y serait allé. Mais ce général-là n'est ni dans l'ego, ni dans l'orgueil. Il n'est pas non plus dans la lâcheté, puisqu'il agit vraiment avec justesse. C'est vraiment le courage qui lui a permis d'analyser la situation, de l'accepter, puis d'aller se cacher. Et de faire ce qui devait être fait, malgré la peur. En quelque sorte, avec le courage, il y a vraiment je mets de la conscience dans mes actes. Je n'agis pas sans réfléchir, et j'agis pour une cause, pour un but, quelque chose qui me porte. Pour pouvoir mettre justement de la conscience dans nos actes, il est important de revenir à notre cœur et à qui nous sommes vraiment. C'est seulement de cette manière-là qu'on va être plus à même de répondre à nos besoins profonds et d'identifier nos ressources et nos forces. La problématique aujourd'hui, je dirais qu'on rencontre quand même beaucoup, c'est le fait que notre regard est vachement porté sur l'extérieur et pas du tout sur l'intérieur. On se construit vraiment sur ce qui est extérieur à nous, ce qui va nous définir de l'extérieur, mais pas du tout sur ce qui nous définit de l'intérieur. On nous apprend pas du tout à nous reposer et à nous appuyer sur nos forces. Je m'explique. Notre statut, notre métier, notre habitation, notre revenu, notre apparence sont beaucoup de couches qui vont construire notre identité sociale. Et on y met tellement de valeur aujourd'hui dans cette identité sociale qu'on a tendance à penser qu'il n'y en a qu'une, alors que l'identité sociale, c'est en quelque sorte une identité de façade. Bien sûr qu'elle nous définit aussi, mais elle n'est pas notre identité profonde qui l'on est vraiment. On est d'accord là-dessus. Et les crises maturantes dont on parle en psychologie, et que moi j'aime bien aussi appeler les crises de l'âme, c'est vraiment le ressac de cet étouffement du qui je suis vraiment profondément en moi. C'est-à-dire que dans notre vie, on va vivre des crises. Souvent, c'est après des moments forts de vie, des mariages, des divorces, des accouchements, des deuils aussi, où on va remettre toute notre vie en question. L'entourage, les amis, le travail, les passions aussi. Et donc, ces crises-là, elles viennent vraiment re-questionner nos valeurs, re-questionner qui l'on est, ce que l'on aime, et nous dire un peu, t'es sûr là que t'es bien centré, que t'es bien aligné, que t'es bien là où tu dois être ? Et elles sont très inconfortables, ces crises. Et on les retrouve aussi beaucoup du coup en thérapie. Et elles surviennent pour plein de raisons. Et notamment, il suffit finalement que du jour au lendemain, on me retire ce confort, donc mon habitation, ma famille, mon travail, que sais-je, et que je finis par me dire, mais qui je suis ?
Je ne suis plus personne en fait sans ça. C'est super important de réussir à un moment donné dans sa vie, de ne justifier sa vie que par sa présence et pas par son travail, pas par sa famille, pas par son entourage. C'est d'ailleurs une question que j'ai posée, la question du confort à ma communauté. Toujours sur ce sondage autour du courage. Si l'on vous retirait votre confort, à savoir votre habitation, votre métier, votre statut social, comment vous sentiriez-vous ? Et on m'a répondu impuissant, isolé, un peu perdu sans doute, vide. Pour certains, et j'ai envie de dire pour beaucoup, ce confort, s'il est retiré, c'est un effondrement total. Une désolidarisation des croyances et de la réalité. Et plus que de découragement, on pourrait parler du fait de déchanter, de perdre ses illusions, de désenchantement aussi. Là où le découragement va plutôt représenter une perte de sens, force est de constater quand même que dans l'expérience que quand tout pète autour de soi, que l'on se rend compte aussi de l'essentiel et qu'on fait du tri, et c'est extrêmement important au cours de sa vie de faire du tri. Donc le découragement, il a sa place dans le courage et que des fois il faut peut-être passer par ce découragement justement pour avoir du courage. J'espère que vous me suivez. Face à ce fait de déchanter, de désenchantement, etc., peut y avoir deux réactions possibles, la victimisation ou la transformation. J'ai le choix de m'apitoyer sur mon sort, de me dire pourquoi moi, qui est soit dit en passant, les amis. Un moyen bien détourné, la victimisation pour tout faire sauf oser, ou d'accepter la situation et de la transformer en me posant justement non pas pourquoi, mais comment. Comment je peux agir, comment je peux accepter la situation, comment je peux me révéler dans cette situation. En bref, soit je reste sur place et je bloque totalement sur la situation et je n'avance plus, soit je prends ma peur par le bras à un moment donné et je l'emmène avec moi dans la course pour plus me cacher derrière elle. Et c'est un acte courageux. On est dans l'acte courageux. On y reviendra quand je ferai un épisode sur les émotions, mais la joie est la première émotion de l'être humain. Et le désenchantement, c'est vraiment cette perte de joie. Quand on le vit, on va être dans cette perte d'élan vital, cette perte de la pulsion de vie. Quand on vit un désenchantement, ça peut se faire en douceur, mais très souvent, c'est comme si on courait à 100 km/h et qu'on se prenait un mur de béton en pleine face. Qu'est-ce qui se passe alors ? Soit je m'inspire de ce guerrier émérite dont on parlait tout à l'heure et j'accepte la situation en trouvant le moyen d'en faire une force, soit je fais à mon cœur. Et malheureusement, on utilise beaucoup la fermeture du cœur. Blanche de Richemont, j'aime bien aussi puisqu'elle parle d'enthousiasme, comme énergie qui va mettre le cœur en action et le corps en mouvement. Il y a vraiment un alliage corps-esprit à ce moment-là qui est assez puissant. Et c'est d'autant plus juste quand on va regarder l'étymologie du mot enthousiasme, qui en grec va signifier inspiration ou possession par le divin. Donc l'enthousiasme, il y a ce fait d'être possédé par quelque chose de plus fort que soi en fait, et d'être poussé par une force plus forte. Et c'est aussi intéressant puisque, alors ça je l'ai aussi appris dans son livre et puis j'ai été faire mes petites recherches après, mais en Égypte ancienne, il faisait la distinction entre le cœur dansant qui appartient aux émotions et le cœur spirituel qui représente l'âme. Donc on aurait deux cœurs, enfin deux manières de parler du cœur et d'être donc animé par le cœur. Je sais pas si vous me suivez encore. Peut-être dois-je apprendre à accepter ce que je traverse et non plus espérer les jours meilleurs. Peut-être dois-je passer par le véritable découragement pour connaître le courage, écrit Blanche de Richemont. C'est important quand on va vivre une épreuve, un moment difficile dans notre vie, de aussi s'arrêter et de l'accepter, de le regarder en face, de le prendre en compte. Tout événement difficile doit être digéré pour ne pas devenir blocage ou trauma. Il y a plein de manières après de travailler cette digestion et par respect pour moi-même, je dois m'en occuper. Par amour pour moi-même, je dois m'occuper de ces moments difficiles aussi. C'est pareil aussi dans les grands moments de joie, c'est aussi, il y a toujours un temps de digestion. Les émotions, c'est toujours c'est émotionnel, mais ça passe par le corps. Sauf que si je suis déjà en train de penser au jour meilleur, je suis pas dans le moment présent et je suis pas dans ce moment difficile et dans l'acceptation pleine et la digestion pleine de ce moment difficile. Bien sûr, la perspective de ces jours meilleurs me permet de me raccrocher à la barre, de tenir la rame du bateau, mais je ne peux pas tourner mon regard que vers la droite et vers l'avenir. En étant un pilier pour moi-même, j'accepte d'être centrée en moi et être centré en moi, c'est être présent à moi-même et être présent à moi-même, c'est être dans le ici et maintenant. Je vous apprends rien là-dessus, je sais que c'est quelque chose aussi d'extrêmement difficile, mais en tant qu'être humain, on est toujours dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans le passé, voilà, il y a
une énergie, un mouvement qui se fait de ce côté-là. Mais c'est très important quand on vit des choses difficiles aussi, ok, oui, il y a des jours meilleurs, mais là, je m'occupe du moment difficile en tant que tel. C'est parce que je m'appuie sur mes expériences passées que dans mon présent, je suis capable de trouver le bon appui et l'élan nécessaire pour aller vers mon avenir. Un jour, en cours de formation en sophrologie, j'ai ma formatrice Isabelle Attier qui nous avait donné cette image, pareil, elle disait plus grosso modo ce que je suis en train de vous dire là maintenant, et elle a utilisé l'image du lanceur de javelot, si je ne dis pas de bêtises, qui doit faire un pas en arrière pour prendre appui et pour pouvoir trouver l'élan et lancer son javelot. C'est vraiment une image que j'apprécie beaucoup parce qu'elle fait sens en fait à travers le corps sur des expériences agréables et désagréables. Je prends appui, ma jambe gauche représente mon passé avec ses expériences agréables, ses expériences désagréables, et mon lancer représente mon élan du présent vers l'avenir. C'est ce que j'ai vécu, la manière dont je l'ai vécu, la manière dont je l'ai perçu, la manière dont je l'ai ressenti, qui fait ma nuance, qui fait mon unicité et qui donne du sens à mes actes. On peut être plusieurs à avoir vécu le même événement, on ne le racontera pas de la même manière. On n'aura pas vu les mêmes détails, les mêmes choses, on n'aura pas ressenti les mêmes émotions parce que ça ne vient pas chercher les mêmes choses chez tout le monde. On a notre propre cartographie du monde à travers notre éducation, notre culture, nos pensées, nos intérêts, enfin plein de choses. Ce qui fait que je suis toujours différente de mon voisin. Et c'est justement ça qui va faire ma nuance, mon unicité. Comment je vais utiliser ces expériences que j'ai perçues comme ça, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais les intégrer en moi et comment je vais les utiliser en fait pour en faire une force, une ressource. Et je voudrais terminer cet épisode de podcast sur les mots de Blanche de Richemont qui nous aura bien accompagnés durant tout cet épisode sur la notion du courage et de l'ardeur, avec cette poésie que j'ai découvert chez elle et que je trouve somptueuse, que ce soit lorsqu'elle parle ou lorsqu'elle écrit. Cette femme a un véritable talent. Elle écrit « L'espoir devient une puissance quand il est l'élan d'un homme à terre qui se relève en braquant ses yeux sur l'horizon. L'espoir est le risque de croire, encore même quand on n'y croit plus. D'aimer encore le cœur brisé, de rire encore dans les larmes, de se lever enfant comme un soleil, sans la confiance qui l'allume, on se rend sans combattre. » Et cette notion d'espoir est aussi extrêmement importante parce que sans l'espoir, il n'y a rien qui nous fait nous lever le matin. L'espoir, c'est ce grain d'enthousiasme, ce millimètre d'enthousiasme qui va faire que, ok, j'ouvre les yeux, je pose un pied au sol et j'y vais, quoi. Pour tous ceux qui ont vécu ou qui sont dans des dépressions, vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est cet espoir qui vient animer une sorte d'enthousiasme dans le sens pas youhou, parce que c'est pas forcément le cas, mais enthousiasme dans le sens que Blanche de Richemont lui met, de mettre ce cœur en action et ce corps en mouvement, et qui va lui-même alimenter le courage. Peut-être qu'il y en aura derrière leur écran ou derrière leurs écouteurs qui diront « mais j'ai pas d'espoir, on a toujours un petit espoir derrière chacun de nos actes, infime encore, superficiel peut-être, mais il y a toujours un brin d'espoir quelque part. Pour résumer les points clés, il est vrai que le courage et l'ardeur peuvent se définir à travers des temporalités différentes, des intensités différentes, mais qui vont tous les deux dans le même sens. Et peut-être que le courage et l'ardeur doivent leur sel à ce qu'ils ne se gagnent jamais, ne se possèdent jamais et ne sont pas permanents. Peut-être que ce qui fait tant leur sel aussi, c'est leur éternel recommencement. Ce n'est pas parce que je suis chirurgien et que je vais sauver des vies tous les jours et donc faire preuve de courage finalement tous les jours que je suis dans cette même preuve de courage et d'acte de courage quand il s'agit de mon divorce. Et paradoxalement, c'est cette insécurité viscérale qu'il faut chérir parce que c'est ce qui nous permet justement cet acte courageux et cet acte d'ardeur au quotidien. C'est parce que je sors de ma zone de confort, c'est parce que je m'insécurise que je suis plus épanouie dans ma vie, que j'ai plus confiance en moi, que j'ose plus, que je suis plus en harmonie avec moi-même, que je respecte plus mes valeurs, que je respecte plus mes besoins, que je vais chercher dans mes ressources, que je me développe, que je grandis. Si nous restions tout le temps dans notre zone de confort et dans notre zone de sécurité, on n'expérimenterait pas grand-chose dans la vie. Le courage fait foncièrement partie de la nature essentielle de l'homme et il est ce moteur aussi tout aussi essentiel qui l'aide à se trouver lui-même.
On a vu aussi que le courage se révélait et se trouvait dans les petits actes du quotidien, les petites choses du quotidien, qu'il ne fallait pas forcément chercher grand. Et vous n'avez pas à rouler des yeux derrière votre écran ou vos écouteurs. Si votre courage aujourd'hui, c'est de réussir à sourire, alors que ça vous semble justement difficile de sourire. Je répète encore une fois les mots de Blanche de Richemont. Le courage, ce n'est pas seulement mettre du cœur dans l'horreur, mais aussi dans la banalité, l'ordinaire et l'ennui. Le courage, c'est aussi regarder sa peur en face et être capable de la prendre par la main. J'ai vraiment envie de manger dans ce nouveau restaurant aujourd'hui, mais il n'y a personne pour m'accompagner et l'idée même de manger dans un restaurant seul, ça me terrifie. Je suis courageuse, je me lance et j'y vais. Parce que cette envie, elle est suffisamment grande, elle prend suffisamment de place en moi pour animer une sorte d'enthousiasme qui, malgré la peur, vient me faire vibrer. Et je sais aussi que si je n'y vais pas, il y aura une sorte de renfermement sur moi-même, de pensée peut-être un peu parasite qui pourrait prendre la place. Alors que si j'y vais, je vais être dans une énergie grisante, je vais être fière de moi, ça va booster ma confiance en moi, mon estime de moi-même, ça vient atténuer les pensées parasites, transformer petit à petit, au rythme des répétitions, le système nerveux, les croyances. Le courage, si on pouvait encore plus même résumer ça, je dirais qu'il apprend de plus en plus à être soi-même. Et non plus une image, une copie, une identité de façade. Le courage, il m'apprend à respecter mes besoins, considérer mes ressources, réaliser ce qui me tient à cœur. Le courage me reconnecte à la joie. Le courage me transforme et me donne confiance. Le courage me donne la foi et la foi me donne du courage. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et j'espère profondément que cet épisode vous aura plu, aura pu répondre à certaines de vos questions, aura pu trouver les mots justes en vous. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à votre entourage, à des amis, à des personnes qui pourraient en avoir besoin et aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la plateforme d'écoute où vous êtes ou alors sur mon compte Instagram. La seconde partie arrive prochainement et portera sur des éléments concrets à mettre en pratique pour enfin oser. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour rester connecté et informé. Et encore un grand merci pour votre écoute. Et à très vite sur Sentir, le podcast qui vous aide au quotidien.